Bonjour, je suis Anne-Christine Barbeco, doula, sophrologue, auteure et spécialiste de l'hypersensibilité pendant la maternité. J'ai à cœur de partager avec vous des rencontres avec des experts dans des domaines plus ou moins éloignés de la maternité. Vous découvrirez des liens surprenants et ils vous apporteront des connaissances et des outils pour mieux vivre votre hypersensibilité pendant cette période si particulière de votre maternité. Je vous souhaite de belles découvertes. Bonjour à toutes. Bonjour Brigitte. Merci d'être là et d'avoir répondu à mon invitation. Je suis vraiment honorée que tu puisses partager avec nous aujourd'hui tes connaissances sur l'intime et en particulier sur cette période de la maternité et de l'hypersensibilité pendant cette maternité. Alors, dans un premier temps, Brigitte, je te propose de te laisser te présenter. D'abord, bonjour Anne-Christine. Et puis, voilà, je vais me présenter dans cette orientation-là de ce pourquoi on échange. Donc, du coup, j'ai une formation au départ de kiné, en fait, mais vraiment rééducation périnéale. Et puis, ça m'a amené relativement vite à m'intéresser à tous les aspects autour de la sexualité. Et donc, j'ai enchaîné après avec une formation de sexothérapie ou de sexologue, ça dépend par plusieurs formations consécutives. Et donc là, j'ai surtout encore une pratique de sexothérapie et une toute petite pratique de kiné périnéale, mais qui est en fait orientée que dans des suivis sexologiques. D'accord. Ça me permet justement d'aborder par deux angles différents, ce qui est intéressant dans beaucoup de cas, et notamment dans du postpartum. Ouais, ok. Alors, on va essayer de prendre les choses de manière un peu chronologique dans la maternité, si tu es OK, donc du désir d'enfant jusqu'au postpartum. Et je voulais avoir ton approche, ton avis sur ce que le désir d'enfant a comme impact sur la sexualité du couple. Alors, je crois qu'il faut vraiment qu'on différencie là différentes situations de désir d'enfant. Bon, d'abord, est-ce que c'est un désir d'enfant qui a été vraiment conscientisé et travaillé ou pas? Si il n'est pas conscientisé, je crois que ça n'a pas beaucoup d'impact. Oui. Ça suit son cours et puis voilà. Ou alors il est très vécu, questionné, conscientisé, mais ça se passe de façon assez fluide. Quand je dis de façon assez fluide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente excessive en fait jusqu'à un démarrage de grossesse. Là, idem, je crois que ça s'appuie vraiment sur la sexualité qui était là avant et ça n'a pas beaucoup d'interférences. Là où ça commence à questionner en fait beaucoup, c'est quand l'enfant désiré n'arrive pas et jusqu'à l'éventuel PMA, donc procréation médicalement assistée, qui est encore une étape de plus. Donc ça peut-être on les reprend après, ces deux éléments-là. Et puis après, là où ça va avoir plus d'impact, en fait, c'est que ce désir d'enfant, parfois, est très prégnant, en fait, chez un des deux ou chez les deux. Et donc, il va devenir, même quand c'est conscientisé, c'est comme si la sexualité, elle devient un petit peu le terrain d'enjeu de ce démarrage de grossesse. Et donc, où le couple va peut-être perdre un petit peu de spontanéité ou de jeu amoureux, parce qu'il y a toujours en arrière-fond quelque chose de ce désir-là qui se joue. Et là, ça rebondit en fait sur un autre élément qui est quand je suis dans un rapport intime avec l'autre, quel est finalement le besoin auquel je viens répondre. Et ce besoin, souvent, il n'est même pas mis en lumière. On ne se questionne même pas là-dessus. Mais ce besoin, il peut être juste un besoin affectif d'être en connexion avec l'autre. Il peut être un besoin vraiment d'une décharge au niveau coïtal. Il peut être les deux en même temps. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette envie de connexion, mais sur tous les plans de mon être. Mais il arrive que le besoin sous-jacent soit un besoin, en fait, d'arriver à une maternité. Et donc là, ça va du coup fonctionner très bien pendant le désir de grossesse. Mais c'est après que ça risque de poser problème. Oui. Donc ça, voilà, dans l'ordre chronologique, on y reviendra
peut-être tout à l'heure Oui. dans le Ok. postpartum, parce que là, parfois, il y a quelque chose qui se joue, mais de quelque chose qui est là déjà bien en amont. Hmm. Donc D'accord. ça, c'est un élément. Et puis après, je te disais, il y a l'histoire de quand l'enfant désiré n'arrive pas. Oui. Là, on entre encore plus dans ce mécanisme. Hmm. Et si on va juste sur l'aspect de la PMA à cet endroit-là, c'est vraiment de se dire que la sphère intime n'est plus très intime, hein. Parfois, Non, c'est c'est très tellement médical. instrumentalisé, mise à nu avec du passage, etc., que cette sphère-là, elle est comme plus investie comme Hmm. elle a à l'être normalement. Donc ça, pour le couple, c'est quelque chose de très difficile. Pour la femme, c'est difficile. Pour le couple, c'est difficile. Donc là, en général, le couple, il est accompagné sur cet Mhm. endroit-là. Et après, bah, il y a des accompagnements plus ou moins à propos par rapport à la sexualité, parce que le risque, en fait, hein, c'est que vraiment cette sphère-là soit désinvestie comme une sphère de l'intime et du partage avec l'autre, pour être juste remise sur quelque part le terrain d'un objectif à atteindre. Oui, parce que quand tu dis ils sont accompagnés médicalement parlant, ça c'est Alors, sûr, oui, avec des échéances, il faut faire l'amour tel jour, à telle heure, etc. Mais ils sont rarement accompagnés euh, par des personnes qui vont leur parler de la sexualité en dehors de la fonction, en fait, oui. et, sauf s'ils font la démarche. Alors là, tu vois, je ne sais pas comment c'est sur la France. Hein. Je n'ai pas dit que moi j'étais en Suisse. Hein. En Suisse, il y a un accompagnement aussi psychologique au sens large. D'accord. Mais Toujours. après, voilà, la nuance, elle est de se dire l'accompagnement psychologique, est-ce que va vraiment aborder cette question-là purement de l'intimité et de la sexualité, et jusqu'à quelle profondeur, et jusqu'à quel point du coup est-ce que le couple il va être vraiment invité à, Mhm. à partager, à dire là où c'est difficile. D'autant plus que du côté du couple, il y a quelque chose qui est aussi très focusé. Oui. C'est de se dire on est dans une démarche Mm. assez lourde selon ce qui se passe. Et bon, et donc eux aussi, ils ont cette orientation-là. Donc d'eux-mêmes, ils vont peut-être même pas en parler. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient vraiment voir, Mm. il se passe quoi là pour vous. Et puis Du coup, les tu leur accompagner et conseillerais anticiper la suite aussi. D'accord. Tu leur conseillerais de se rapprocher d'un sexothérapeute, par exemple, pour les accompagner, en fait, dans ce parcours? Selon comment est fait l'accompagnement psychologique, je crois que ça vaut la peine, en tout cas, d'en parler avec le psychologue qui accompagne et de voir est-ce que ça rentre aussi vraiment dans son accompagnement ou bien c'est bien d'avoir quelque chose en parallèle et comment eux se sentent aussi d'avoir toutes ces questions-là au même endroit ou est-ce qu'ils ont besoin d'avoir aussi un autre regard. D'accord. Mais qu'il y ait un accompagnement psychologique et puis et avec aussi un regard vraiment sexologique, oui, vraiment. Ouais. Et Ok. parfois, c'est pas grand-chose qu'il y a besoin, hein, mais c'est juste Juste d'ouvrir poser. l'espace et de pouvoir Ouais. déposer s'il y a quelque chose. Ok. Je voudrais juste revenir aussi sur ce que tu disais, donc ce désir d'enfant qui se fait attendre. Donc, euh, Mhm. entre le moment où il y a le désir d'enfant et le parcours PMA qui arrive quand même plus tard, moi, je constate de plus en plus que les gens sont rapidement, les couples sont rapidement inquiets parce que le bébé n'arrive pas vite. Et ça, c'est Mhm. très subjectif. Mhm. Juste rappeler que 1 an pour avoir un bébé, c'est pas anormal. On considère qu'à partir d'1 an, on peut commencer à regarder ce qui se passe, mais qu'avant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et moi, j'entends souvent des couples, au bout de 2, 3 mois, c'est un petit peu panique à bord. Et alors, outre le fait qu'ils sont très stressés, j'imagine que ça a un impact sur leur sexualité parce qu'il y a ces tests d'ovulation et que c'est maintenant qu'il faut faire l'amour et que forcément concevoir un enfant dans cet état d'anxiété, c'est pas forcément l'idéal. Mais déjà, d'avoir une rencontre intime dans cet état d'anxiété Oui, et quelque part d'objectif à atteindre, ouais, c'est déjà à contre-courant, en fait, de juste un moment de, voilà, de partage et de plaisir ensemble. Donc,
Mais c'est sûr que ça commence bien en amont, en fait, de la paix. Donc ce moment-là où c'est presque une contrainte quelque part, hein, de se Oui, dire, ça il peut y a l'être. rencontre sexuelle Oui, avec une contrainte d'un objectif. Et puis oui, là, on sort déjà de ce qui est l'idéal, on va dire. oui. Et donc, je pense qu'on ne peut pas tellement empêcher ce mécanisme-là de se mettre en route. Après, c'est plus de se dire comment est-ce que, même avec ce mécanisme-là, d'abord, on le conscientise, Mhm. et puis après, on peut faire que quand même cette rencontre-là, qu'on va peut-être quand même se dire, bah, ça va plutôt être tel moment que tel moment, mais comment est-ce qu'elle reste vraiment une rencontre pas juste à visée efficace, je dirais, tu vois, Oui, de toute ouais, façon, ouais, mais ouais, une vraie rencontre amoureuse. ouais. Se dire qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment pas perdre cet aspect-là. Ok. Et puis après, est-ce que dans nos rencontres intimes, on les met toutes au calendrier avec cette histoire-là, ou bien est-ce qu'on peut quand même garder Mm. de la spontanéité ou des rendez-vous, mais des rendez-vous qui ne tiennent pas compte d'un calendrier d'ovulation, Ouais. qui se disent, mais oui, on peut aussi se rencontrer en dehors. Et je pense que ces rencontres-là, en dehors, elles sont aussi importantes pour se Mm. dire, en fait, je ne suis pas, moi en tant que femme, juste prête à recevoir un bébé, mais ces rencontres-là, elles ont plein d'autres sens aussi entre nous. Ouais. Et si elles ne sont collées que sur un calendrier d'ovulation, il y a quelque chose qui se fait un peu... Oui, ça c'est vraiment important, je trouve. Du coup, la sexualité ne devient que fonctionnelle en fait. oui, Il n'y a que ces rendez-vous pour avoir un bébé. c'est Et ça. en fait, on passe à côté de la rencontre Et après, intime. on peut très bien avoir ces rendez-vous-là qui tombent bien par rapport à l'ovulation et que ce soit tout à fait une rencontre, une connexion à l'autre. Oui, oui, oui. C'est, Ça n'empêche pas, ça heureusement. n'empêche pas complètement, mais voilà, c'est parfois juste à travailler peut-être un peu plus. Ouais. Comment est-ce que ces rencontres, quand on sent que ça devient un peu un stress, quelque chose qui est tendu vers cet objectif, comment est-ce qu'on n'oublie pas tout le reste en fait? Mm. Ok. Ok. Euh, Est-ce que tu voudrais bien nous parler maintenant de, une fois que la femme est enceinte, il Mhm. y a cette... alors, on peut parler d'hypersensibilité, mais on peut aussi parler plutôt juste d'hypersensibilisation, donc un Oui. développement exacerbé de l'émotivité, des Mhm. sens en Oui. particulier, et de l'impact que ce développement des sens peut avoir sur la sexualité. Mhm. Alors, il peut y avoir tous les registres en fait, Ouais. parce que je crois que ça dépend beaucoup de qu'est-ce qui est là en amont de cette phase d'hypersensibilisation. Mm. Si en amont, on est face à un couple en fait qui est avec un mode de communication, un mode de partage, une écoute respective qui est vraiment présente, cette hypersensibilisation, elle est cadeau en fait, pour aller chercher encore Mm. plus de finesse, encore plus d'accordage entre les deux. Et encore plus aussi de capacité à se dire du côté de la femme, du côté de l'homme aussi, dans qu'est-ce qu'il perçoit de ça et qu'est-ce que la femme lui dit va éveiller en lui. Donc, Mhm. si c'est comme ça avant, c'est comme si on rajoute encore un étage de mais comment ça peut devenir encore plus précis en fait. Et si par contre en amont on est sur un couple qui communique peu, qui échange peu sur ses désirs, sur ses perceptions, etc., il n'y a pas non plus une raison majeure qui fait que ça va basculer complètement. En fait. Mhm. Et donc là, l'hypersensibilisation, elle peut devenir douloureuse en fait. Mhm. Douloureuse intérieurement, parce qu'en fait, il y a des choses qui se jouent, et si ce n'est pas partagé, en fait, ça ne va pas du tout être un terrain qui va permettre d'aller vers du plus. Mhm. Et Ok. s'il n'y a pas ça, le risque, c'est plutôt une fermeture pour se Oui, protéger, en fait. oui, oui. C'est Mettre une carapace. donc Ok.
Là, je dis un peu deux extrêmes en fait, hein. Donc, et après, là, il y a tout entre deux et il y a le fait aussi de s'en rendre compte et donc de se dire, mais peut-être qu'on est invité à un petit pas de plus là. Ouais. De dire qu'est-ce que je ressens. Et qu'est-ce que je ressens intérieurement, qu'est-ce que je ressens au niveau de mon corps. Les Oui. deux. Oui, parce que je pense, tu vois, à ce premier trimestre qui est souvent quand même compliqué entre la fatigue, les nausées, les seins qui sont hypersensibles. Voilà, ça amène pas forcément à être dans une relation facile dans l'intimité. Non, Et donc, bah, c'est un peu ce que tu dis. Si le couple, il a l'habitude déjà avant de discuter, d'être à l'écoute, oui. peut-être qu'en effet, c'est plus simple, que la sexualité va être différente, forcément, mais elle sera toujours, comment dire, agréable, une vraie rencontre, quoi. Mm. Ah, C'est aussi pour... Oui, tu allais dire encore? non, 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 j'y reviendrai après, t'inquiète pas. Ouais. C'est aussi de pouvoir... mais là aussi, si la communication est là, c'est beaucoup plus simple. C'est de pouvoir jouer aussi dans ces différentes phases. Hein, là, tu évoques les différents trimestres, en fait, au niveau de la grossesse. C'est de pouvoir aussi jouer avec ces états intérieurs qui vont changer, en fait, tout au long de la grossesse. Et donc, effectivement, dans ce premier trimestre, il y a quelque chose qui est moins, du côté de la femme, hein, qui est moins tourné vers la sexualité. Parce qu'il peut y avoir tous ces signes physiques un peu inconfortables, il y a de la fatigue souvent, il y a quelque chose qui a aussi besoin vraiment d'un retour vers soi dans ce premier trimestre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexualité du tout. Mm. Simplement que cette sexualité-là, elle va être différente de celle d'avant, elle va être différente de celle qui peut arriver au deuxième trimestre. Et cette écoute-là de où je suis, et puis ce respect, cette bienveillance de qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui est OK pour moi là maintenant, qui peut être partagé avec l'autre, fait que la sexualité peut être présente, mais elle aura sa forme particulière. En fait. Oui. Donc, c'est vraiment aussi de se dire, quand on dit sexualité, est-ce que c'est un schéma Mm. tout prêt, tout donné, et c'est forcément ça, 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 ça? Ou alors, la sexualité, c'est juste un moment de corps à corps avec l'autre, partagé dans le plaisir. Et Mm. du coup, qui peut prendre Plein plein de de formes formes différentes. différentes. Et Mm. ça va aussi être très présent dans le troisième trimestre. Oui. Parce que dans le troisième trimestre, voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mm. Donc, c'est de se dire comment est-ce que, avec le corps qui est le mien, moins souple, moins habile, avec des positions dans lesquelles je ne peux plus me mettre, euh, comment est-ce que je peux quand même être dans ces instants de partage, dans le Mm. plaisir, ou bien est-ce que je ferme tout? Donc là, c'est autre chose qui se joue à ce moment-là du troisième Oui. trimestre. C'est vraiment, c'est Docteur Ukraine, il dit toujours au troisième trimestre, c'est comme un peu un petit temps de vieillesse anticipée, de se dire que je suis moins habile avec mon corps et Oui. que je vais souffler plus vite et il y a des choses que j'arrive plus à faire, etc. Comment je me comporte en fait? Et Mm. comment je me comporte, comment j'arrive à faire? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que moi-même je râle là-dessus? Ou bien est-ce que je le prends avec douceur? Et tout ça qui entoure mon rapport au corps dans ce troisième trimestre va avoir des conséquences sur la sexualité. Hein. Si j'ai quelque chose qui vient dans un rapport difficile avec mon corps parce que moins habile, j'aurais pas envie d'aller vers la sexualité. Ouais. C'est un endroit où je suis pleinement avec ce corps. Mm. Puis il y a aussi le regard que j'ai sur mon corps qui change aussi. C'est est-ce que je le trouve beau ou pas? Mm. Si je le trouve pas beau, c'est difficile de le montrer à l'autre. Ouais. Alors parfois je le montre, mais je vais en même temps cacher, je ne vais pas ouvrir complètement, etc. Donc là ça c'est ce troisième trimestre. Puis après, on Ok. n'a pas abordé le deuxième. Même Bon. si je ne fais pas voilà, des coupures vraiment nettes, hein, mais c'est plus une Mm. coloration un petit peu
au niveau de ces trimestres. Mais au deuxième, où je dirais par rapport à la sexualité, on est dans le trimestre le plus favorable, le plus simple. Parce qu'on justement, quand on dit premier, troisième, là, il n'y a pas encore ce corps qui devient moins habile. Oui, Et puis, si on a pu avancer avec tous ces questionnements de début de grossesse, en général, au deuxième trimestre, on se sent mieux. oui, en Et on général. se sent mieux avec quelque chose qui est beaucoup dans l'instant présent. On Mmh. dit toujours «Ah mais tu es enceinte, tu oublies tout». Mais c'est pas qu'on oublie tout, c'est qu'on est là, on vit ce qu'on a à vivre là. Mais ça, c'est un ingrédient, hyper précieux pour la sexualité. Oui, Parce que c'est vraiment la sexualité, c'est là maintenant. c'est le moment présent. Voilà. Ouais. Donc c'est une belle porte ouverte en fait, ce deuxième trimestre. OK. Et toi, alors dans les accompagnements que tu peux faire, quelle est la vision du partenaire en fait de tout ça? Comment il traverse aussi cette sexualité pendant ce temps qui dure 9 mois, Mmh. beaucoup plus en fait, beaucoup plus que Oui, 9 c'est ce mois. que j'allais te dire. Voilà, comment est-ce qu'il peut traverser ça, lui? Il y a aussi un plein de Mmh. colorations différentes, hein. Il y a d'abord, est-ce que c'est un couple qui communique ou pas, de nouveau, à cet endroit-là? Et puis, qui va du coup pouvoir s'ajuster sans se faire des scénarios, pas partagés à l'autre et du coup, qui amènent parfois des décisions extrêmes, hein. Il y a certains couples où ils disent, «On n'a plus de sexualité pendant toute la grossesse». Oui. Parce qu'en fait, ils s'imaginent que c'est pas compatible ou même que c'est dangereux ou tout ça et ça Oui, existe encore maintenant ça, oui, hein. C'est, oui, oui. donc là, s'il y a de l'échange entre eux déjà, bah, ça permet d'ajuster et puis, si, ils peuvent aussi en parler à l'extérieur, ça permet aussi de lever certaines peurs, d'être plus clair sur qu'est-ce qui se passe et comment avancer et comment après, à eux 2. La femme, elle est complètement, je parle pas de situation où cliniquement il y a un risque en fait, hein, mais Oui. quand la grossesse se passe bien, la femme, elle est complètement à même de pouvoir dire: Ça va bien, ça va pas bien» et donc c'est aussi de re-rentrer dans cette confiance-là et l'échange entre les 2 permet ça. OK. Le et après, il y a le regard donc de ce partenaire sur sa femme. On disait tout à l'heure, Ouais. voilà, quel est mon regard de moi, femme enceinte, sur mon corps? Mais du côté des hommes, il y a aussi Et plein puis de qu'est-ce choses. qu'il lui renvoie en fait? Oui. Qu'est-ce que Mmh. ça lui renvoie? Parce qu'il il y a souvent quelque chose qui est un petit peu, j'ai eu plusieurs femmes qui me disaient: «Mais en fait, mon partenaire, il n'aime pas tellement mon Mmh. corps dans cet état de grossesse». Mmh. Mais ça, c'est elle qui me le disait déjà. Oui. Et puis après, du côté de l'homme, parce que oui, ça arrive, côté masculin, qui est quelque chose voilà, qui bloque en fait, hein, par Mmh rapport mh. à ce corps qui se transforme. Mais du coup, c'est quoi que ça vient éveiller? C'est pas juste c'est beau, pas beau. C'est pas ça Ouais. en fait. Ouais. C'est que ça renvoie à quelque chose à l'intérieur de soi, en tant qu'homme, qui est difficile. Donc est-ce que je fais le pas d'aller creuser, mais en fait, ça me renvoie quoi? Mmh. Le beau, Et ça pas par beau, ce contre, serait il a besoin du coup de quelqu'un d'extérieur en fait pour faire ce chemin-là? Parce que ça peut pas se oui, faire, déjà. entre partenaires. Déjà, entre eux, ils peuvent déjà aller creuser, Ouais. s'ils le savent déjà. Et après, si ça passe pas effectivement d'être accompagné. Mmh. Mais c'est déjà d'avoir juste la question, Oui. de pas rester juste au niveau de: «Bah, je trouve pas que c'est beau». Oui. Mais en fait, Ça veut dire quoi en fait? très subjectif de nos histoires et de à quoi ça nous renvoie, cette histoire de beau et pas beau. Oui, oui. OK. C'est intéressant quand même de voir aussi l'impact, tu vois? Une femme par exemple peut se sentir, belle, Mmh mh. enceinte. Et puis l'image que lui renvoie son partenaire, Oui, parce que lui, ça lui renvoie autre chose, va faire que, bah, finalement, elle va peut-être commencer
à se dénigrer, à se trouver mal, en fait, dans ce corps-là, ce qui n'était pas le cas. Ou l'inverse. Oui. Tu vois, elle peut ne pas aimer ce corps, et puis en fait, son partenaire est tellement peut-être en admiration devant ce corps qui porte la vie que du coup, ça va l'apaiser, en fait. Voilà. Donc, il y a aussi, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce regard intérieur qu'on porte sur soi. Quand je me regarde dans la glace, qu'est-ce que je vois, en fait? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Qu'est-ce que ça change? Et puis, il y a le regard de l'autre, quoi. Énormément. Et ce regard de l'autre qui n'est pas n'importe quel autre. Complètement. Et Ah bah cet oui. autre, c'est ce regard de l'autre qu'on attend amoureux. Oui. Et pas toujours, mais Et qu'on qui est pas attend toujours. amoureux, Ouais. en fait. Ouais. Et puis cette personne-là qui est quand même un des êtres sur cette terre auquel on tient le plus. Donc Mm. ce qu'il dit, ce qu'il voit de moi a un impact, en A fait. de l'importance. Oui. Ouais, complètement. Donc, Brigitte, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui est quand même très compliqué, c'est celui du postpartum, enfin, qui peut être très compliqué au niveau de la sexualité. D'abord parce que le corps a traversé beaucoup de tempêtes pendant Mhm. la grossesse, pendant l'accouchement, parfois de manière un peu violente aussi. Et puis aussi vis-à-vis du regard du partenaire. Voilà, regarder ces deux aspects. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi? Alors, quand on dit postpartum, ça dépend un peu aussi où on se situe, hein, mais je dirais, c'est pareil que tout à l'heure, quand on disait qu'est-ce qu'on dit quand on dit sexualité, en fait. Donc, Mm. c'est là, du coup, on va se dire, on va être à plus ou moins de semaines postpartum par rapport à ça, mais que la sexualité, elle ne sort pas d'un chapeau comme ça tout à coup, en fait. Donc, Mm. il y a tout un processus, en fait, qui permet de re-aborder, re-rentrer dans la sexualité à un moment donné, le Mhm. postpartum, qui fait que c'est pas sur un claquement de doigts. Et donc ce processus-là, il est un processus de soi à soi, par rapport au rapport à mon corps, par Mm. rapport aussi au rapport à mes besoins de base et ce rééquilibrage postpartum de juste prendre soin de moi déjà de la base, des histoires aussi de fatigue, d'écoute, d'alimentation, enfin toutes ces choses qui ont rapport en fait avec notre corps, mais qui fait que mon corps est plus ou moins euh, apte, je dirais même, hein, à aller vers la sexualité. Et puis donc il y a l'aspect de soi à soi, et puis après il y a l'aspect relationnel à l'autre. Mm. C'est-à-dire comment est-ce que l'arrivée est peut-être encore plus quand c'est un premier bébé. Donc, Ouais. ce passage d'une relation couple face à face dans quelque chose qui devient triangulaire, Famille. comment est-ce que en fait chacun retrouve sa place? Mm. Et là, souvent, il y a quelque chose qui se joue pas si simple. Et donc, dans cette triangulation-là, l'homme, l'autre partie de ta question, il a vraiment une place importante. Mm. Au tout début, il y a vraiment un très gros cocon, maman-bébé. Et donc là, on n'est pas dans cette triangulation-là par rapport à l'intimité Oui. charnelle, hein. Et c'est comment est-ce que petit à petit, il y a quelque chose qui peut en même temps être dans ce lien fort maman-bébé et que le couple, il est toujours aussi un lien fort Mhm. qui est à part en fait de ce qui se passe avec le bébé et de ce qui se passe à eux trois. Et puis cette place-là du couple et donc de moi partenaire en fait de l'autre, ça se remodèle en fait Mm. dans, après l'accouchement et dans les premières semaines. Et c'est un peu, c'est des deux côtés qu'il y a quelque chose à, à faire, entre guillemets, hein, mais Mm. dans une attitude qui est à l'écoute et qui a bien en tête que ce couple, il a de l'importance. Ouais. Il a de l'importance
aussi pour ce petit être, en fait. Oui, oui. C'est si je suis bien, dans mon couple, mais ça veut dire sur tous les aspects du couple, en fait, notre petit bout, il en profite pleinement, même quand je suis pas là avec lui. Ouais. Je vais revenir vers lui beaucoup plus rayonnante Mmh. que si c'est compliqué dans le couple. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, parce que je sais pas toi, mais dans les femmes que je vois, il y a encore beaucoup, beaucoup de femmes qui sont très, dans un dévouement, incroyable par rapport à leurs petits et puis qui laissent de côté, en fait, l'aspect du couple. Oui. Ouais, ça peut. Et du coup, le partenaire a du mal à trouver sa place. Euh, alors, parfois en tant que père, mais surtout en tant que conjoint. Oui. Et en fait, c'est comme s'il avait perdu cette place et le regard de la femme sur ce conjoint devenu père a Oui, changé. Elle voit plus que le père. oui. Et l'inverse est à regarder aussi. C'est-à-dire que lui, il est en train de découvrir sa femme avec une nouvelle identité, une Mmh. identité de mère. Et parfois, il peut être déstabilisé aussi en disant, mais en fait, je la connaissais pas comme ça. Oui. Et en fait, c'est qui cette partie-là d'elle que je ne connais pas? C'est Voilà. une c'est une découverte, en fait, effectivement, sur cet aspect-là et en même temps et donc il y a quelque chose de l'ordre d'un apprivoisement. Moi, j'utilise souvent ce terme-là, en fait, après l'accouchement parce qu'il est à plein d'endroits, ce terme. Mais il y a aussi de se dire: «OK, il y a cet aspect père et il y a cet aspect mère, mais ça n'est pas toute la personne». Mm. Et donc c'est encore toujours, mon partenaire de vie, mon partenaire amoureux et donc qui est quelque un je dirais une casquette qui se rajoute sur la tête de l'autre, n'enlève pas la précédente. Non. Et c'est comment est-ce que je viens recontacter aussi vraiment le lien amoureux. Si on se dit: «Je ne regarde plus l'autre que comme la mère ou le père» et parfois dans certains couples même où ils vont utiliser ce langage-là. Hein, Mm. ils vont s'appeler l'un l'autre papa, maman, Oui, c'est vrai. Ouais. parfois ça va jusque-là, Mm. mais ça c'est vraiment, cette utilisation-là de ce langage excessif, mais c'est juste pour montrer l'excessif, ça c'est vraiment un tue-l'amour absolu en fait. Ouais. Ah oui. Il y a rien d'érotique Mm. et d'érotisé dans ce côté-là, papa, maman. Mm. Ça a toute sa place, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Oui, c'est ça. Ça a une place dans l'identité, mais Oui. pas toute. Et par rapport au père, en fait, il y a quelque par rapport à l'homme là, en fait, hein, c'est moi je suis toujours, je trouve que c'est un moment, voilà, de grand rééquilibrage, mais pour l'homme, c'est vraiment pas une zone facile non plus, en fait. Mm. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment d'un ajustement à trouver, parce que ça vient aussi sur le thème du désir, en fait, ou du manque de désir, hein. Mais d'un ajustement à trouver de comment est-ce que je respecte, j'écoute, j'entends tout ce que me dit, ma femme et en même temps, comment est-ce que je suis quand même un peu force de proposition Oui. pour retourner vers une intimité charnelle. Mm. Mais bien sûr dans le consentement, Mm. mais cette frontière-là, elle est tellement délicate en fait et Et moi, je sens aussi beaucoup d'inquiétude, tu vois, chez les hommes, c'est-à-dire que ils me disent souvent, OK, c'est normal, elle a vécu des choses dans son corps qui, même si ça a été facile, sont marquantes, oui, même si tout s'est bien passé, ça a été quand même une épreuve. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, ils disent, bon, en fait, combien de temps ça va durer et à partir de quand je dois m'inquiéter? oui, Et il y a un espèce de fond d'inquiétude en disant, mais est-ce que c'est normal tout ce qui se passe là? oui. Et tu vois, là, dans ta question, je me dis, ça évoque vraiment quelque chose comme s'il y a un endroit qui ne se joue pas, qui est entre c'est normal et j'accepte tout comme ça. Et moi, j'entends beaucoup, beaucoup, et tant mieux, Oui. de femmes qui me disent, mais en fait, mon mari, il est tellement
à l'écoute et respectueux et tout ça. Et il faut absolument pas enlever ça, évidemment. Oui. Mais se dire, on passe de là à l'inquiétude de quelque chose ne va pas. Alors qu'en fait, il y a cet endroit-là où l'homme a vraiment à prendre cette responsabilité-là de je viens solliciter. Mm. Mais c'est tellement subtil, en C'est fait, subtil, ouais. que c'est pas facile pour eux, je me dis. C'est un accordage de rythmes, en fait, qui sont dans des vécus très différents aussi. La maternité et la paternité ont des rythmes vraiment différents. Oui, Et puis l'entrée en paternité se fait pas de manière corporelle. non, Donc il n'y a pas ce côté-là. tout à fait. Il n'y a pas ça. Et ce qui est, ça amène aussi à une chose qui est que l'homme, le plus souvent, va rentrer dans la sexualité par l'aspect vraiment génital, en fait. Oui. Et puis, cet éveil génital va éveiller son cœur. Et Mm. souvent, la femme, elle prend le chemin inverse, en fait. Mm. C'est ni mieux ni moins bien, c'est très complémentaire, en Plus fait. différent. Ouais. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est touché au niveau du cœur qu'en fait, il y a quelque chose qui va s'éveiller au niveau Mm. génital. Et que du coup, c'est pour ça que ça demande vraiment d'être en amont. C'est comment est-ce que, du côté aussi de l'homme et du couple, de façon générale, comment est-ce que cette connexion-là amoureuse, elle est nourrie. Ouais. Donc, quand on dit le couple ne disparaît pas parce qu'il y a un troisième qui est là, c'est à l'intérieur de ce couple, c'est la connexion amoureuse qui va être la première voie d'entrée vers la sexualité, puisque c'est en général, je dis en général, ça peut arriver que l'homme ait vraiment une réticence à retourner à la sexualité, mais le plus souvent, c'est quand même du côté de la femme qui a un peu un frein. C'est comment est-ce que cette connexion-là amoureuse va permettre Mm. petit à petit d'arriver là. Et ça, c'est pour moi aussi important que l'homme, il l'entende, parce qu'il est en même temps force de proposition, mais s'il est force de proposition dans un langage que la femme ne réceptionne pas, Mm. il n'y a Ça rien marche qui marche, en fait. pas. Ouais. Donc, c'est vraiment... Je fais le lien avec ce que tu nous as dit sur le troisième trimestre. Mhm. Il y a un troisième trimestre souvent peut-être un peu compliqué dans la sexualité parce que ce corps, il a changé, qu'on ne sait plus trop quoi Mhm. en faire. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un apprentissage d'une autre sexualité qui va être profitable après, en fait? Oui, Parce que c'est sûr oui, que dans ce postpartum, on ne pourra pas avoir la sexualité qu'on avait avant la oui, grossesse. tout à fait. Et Tout à fait. ça, euh, ça, je pense que c'est important de dire au couple que forcément la sexualité, elle va changer. Alors c'est vrai que moi j'appuie beaucoup sur elle va changer après, elle ne sera pas comme avant, c'est sûr. Mhm. Mais ce que tu as porté, je trouve, dans cet échange, c'est en fait, elle a changé pendant toute la grossesse en fonction des émotions, de ce changement de corps. Toute la couleur de la sexualité a pu être explorée. Toute la Mhm. couleur, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas une palette Oui, de couleurs. oui, Et ça, finalement, ce que j'entends, c'est que bah, ça va servir après, en fait. vraiment. Ça fait partie pour moi de tous ces apprentissages-là, en fait, de la grossesse. Ouais. C'est-à-dire la grossesse comme la grande sage-femme en elle-même. C'est-à-dire, Oui. si j'écoute, en fait, ce que je traverse pendant toutes ces phases de la grossesse et ce qu'on traverse en tant que couple, il y a une masse d'informations, en fait, et Mm. et une masse d'apprentissage qui sont là pour la suite. Ouais. Et effectivement, dans la sexualité aussi. Ouais, oui. C'est très intéressant, du coup, de l'apporter comme ça au couple, de le Mhm. transmettre de cette manière-là, en disant, mais en fait, vous avez traversé toute la grossesse comme ça, vous avez trouvé des solutions, il y a eu des hauts, des bas, et voilà, vous avez vogué sur cette grossesse en découvrant d'autres manières d'avoir cette intimité. Mhm. Et ben là, c'est un peu la même chose, quoi, en fait. Oui. Ouais. Donc, Et puis vraiment aussi ça, c'est un élément pour moi. Et puis l'autre élément qui est vraiment de se dire ce qu'on cherche en fait, mais autant d'un côté de l'autre. Ce que j'ai dit qui s'allume pas au même endroit, mais au bout du compte, ce qu'on cherche l'un et l'autre, c'est une histoire de connexion avec l'autre ouais, à l'intérieur de la sexualité. Donc se dire c'est pas lié à une position, à une technique, à tout ça. ouais. On est Et dans le prendre soin de l'autre, en fait. de Dans, soi, de l'autre, de nous deux ensemble. Ouais. c'est ça.
de cette entité en fait qu'on forme avec l'autre et, et du coup ça passe à travers ça en fait dans le postpartum avant de retrouver ce qu'on appelle une sexualité classique entre guillemets, hein, c'est prendre soin de cette entité et ça passe par plein de manières différentes en fait. Et prendre soin de cette entité, donc y compris vraiment corporelle. Oui. Et comment je prends soin de l'autre aussi dans son corps. Mm. Ok. Ça, c'est vraiment ces phases en fait qui permettent. À un moment donné, c'est comme si elle vient toute seule du coup. Oui. Et Oui, ça, ça fait c'est partie du idéal. processus. Ouais. Mm. Ok. Puis, je dirais par rapport sinon à ce postpartum, parce que moi, là, je ne sais pas toi par rapport à tes suivis, mais moi, dans ce que je vois, je dirais s'il y a un peu deux gros sujets en fait dans le postpartum, c'est cette histoire de désir. Ouais. Et puis l'autre histoire, c'est l'histoire de la douleur ou de la peur de la douleur. Oui. Oui. Parfois, Beaucoup, hein. Beaucoup. oui, oui. Ouais. Et donc, voilà, bon, on a un petit peu évoqué le désir, mais tout ce qui est vécu avant par rapport au désir va avoir un impact. C'est-à-dire, quand on dit désir, en fait, le désir, c'est une anticipation Mhm. positive d'un moment qui va venir au niveau de la sexualité. Donc, quand on dit désir sexuel, c'est vraiment une anticipation joyeuse, tout ça. Mais cette anticipation, elle ne peut avoir lieu que si le lien est là, que si j'ai engrangé suffisamment d'expériences qui sont bonnes. Et dans ce que tu disais par rapport à ce qu'on peut apprendre pendant la grossesse, plus j'ai aussi engrangé de ça peut bouger, et ben plus le désir peut être là. Parce que je peux rester dans une anticipation positive et joyeuse parce que je sais que c'est possible Mm. d'adapter, de bouger. Et peut-être que du coup, tu vois, la sexualité, c'est un sujet qui est encore très tabou pendant la grossesse et que on lui apporte pas la souplesse qu'elle devrait avoir pour permettre cette souplesse dans le postpartum en fait. Et en fait, on s'en occupe beaucoup en postpartum parce que, bah, en effet, il y a cette notion de désir qui revient. Mais peut-être que ce serait plus facile si avant on en avait parlé, et on avait rendu les choses plus faciles, plus simples à Vraiment, vivre. ouais, vraiment. Je crois que c'est pour tout l'aspect de la grossesse comme ça. Plus on est Mm. à l'écoute de l'apprentissage qui s'offre, je vais dire, Mm. pendant la grossesse, plus la suite est facilitée parce C'est qu'en facile. fait, on a acquis des outils quelque part. C'est la Oui, même chose dans la relation parentale, oui, oui. mais dans la sexualité aussi, oui. Mm. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qu'on aurait oublié On n'a pas tellement du coup développé cet aspect-là, douleur, peur de la douleur, etc. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu... On peut, oui, parce qu'il y a aussi, alors il y a un côté physique qui peut être là, hein, Oui, clairement, après une césarienne, après une épisio, après voilà. Mais il y a aussi un côté très émotionnel qui est oui, là, parce que il arrive quand même souvent, moi, dans les femmes que j'accompagne, qu'il reste des douleurs. Et oui, puis le corps médical dit, mais en fait, non, tout est OK. oui, Et rentrez chez vous et ça va aller. Et oui. en fait, elles sont là et elles disent, mais non, en fait, tout n'est pas OK, quoi. Et Parce donc, oui, Oui, parce qu'il y a beaucoup de plans en fait au niveau de la douleur qui se jouent. Il y a le plan effectivement purement organique, mais après il y a des choses beaucoup plus subtiles. oui, Et complètement. puis il y a, il peut y avoir quelque chose au niveau organique qui a laissé une trace, une mémoire, mais qui est bien réelle dans le ressenti de la femme. Mhm. C'est pas une invention. Non, Dans son ressenti, c'est là cette ouais, douleur. Donc là, c'est vraiment un aspect. Et puis après, il y a des aspects plus subtils, énergétiques, d'inscription. Je ne sais pas si tu sais, le périnée, en Chine, on appelle ça le muscle des ancêtres, en fait. ouais, Et donc, il y a à l'intérieur du périnée un engrammage, en fait, émotionnel
de sa propre vie, mais aussi généalogique, Génération est d'avant. fort en fait. Mm. Donc, selon le rapport de moi, juste moi, femme, à l'intimité charnelle, mais aussi peut-être de toute une lignée de femmes avant moi, il y a quelque chose qui peut être réveillé à ce Mm. moment-là. Peut-être même il n'y a pas eu de douleur organique, hein. Il n'y a Oui. pas eu un substrat organique qui Oui. explique la douleur, mais il y a quelque chose qui fait mal en fait. Mm. Donc c'est de pouvoir aussi aller explorer la douleur sur différentes couches, je dirais. La plus simple, c'est la couche organique. Parfois, c'est pas la plus simple à régler, mais la plus simple à D'accord. détecter, Oui. puis dire, bah oui, c'est ça et c'est ça qui fait mal. Au moins, c'est d'une évidence. Mm. Mais en fait, il y a plein d'autres couches. Mm. Donc, parce que quand une femme dit j'ai mal, elle a mal. Oui. Après, la question est de voir à quel étage et où est-ce que ça se joue. Mm. Mais une souffrance, il y en a toujours une, en fait, et Mm. qui s'exprime à cet endroit-là. Ouais. Et je trouve ça important de les écouter à ce moment-là, parce que le corps médical, en fait, botte un peu en touche, parce que eux, organiquement, ils trouvent pas, donc il y a rien. Et moi, je leur dis qu'en fait, elles ont une cicatrice invisible. Oui, Elle est là, sauf qu'on la voit pas avec nos yeux d'être humain, en fait, mais que énergétiquement, il y a sûrement quelque chose qui est venu heurter, en fait, et que c'est ça qu'il va falloir soigner, en fait. oui, oui. Et puis, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de recherches aussi actuellement. Donc, il y a des choses qui sont mises en avant maintenant qu'on ne savait pas il y a 10 ans en arrière. On ne voit plus rien, mais en fait, il y a quand même un déséquilibre au niveau soit de la flore, soit quelque chose qui explique en fait que ça fait mal. Oui, Alors qu'il y a 10 ans, on aurait dit on ne organiquement, savait pas. rien. Mm. Je crois que même ces frontières ou ces différents plans, ils se touchent en fait. Je Oui. crois que c'est juste aussi parfois quand organiquement on voit plus rien, c'est qu'avec notre capacité de voir d'aujourd'hui, on ne voit plus rien. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose aussi. Ouais, complètement. Et Donc, ça, c'est elles ont vraiment de besoin. faire confiance, oui. Puis du Oui, côté de la femme, de se dire, mais voilà, ce que je sens, je le sens. C'est oui, pas. oui, oui, c'est pas dans la tête, parce que souvent c'est ce qu'on on leur dit, oh ben détendez-vous, ça ira mieux. Oui, Mais en fait, il n'est pas là le problème. Donc il y a autre chose à venir soigner. oui. Et parfois, ça va passer par voilà, réaborder un petit peu toute la façon d'entrer dans la sexualité et de fonctionner avec son corps dans la sexualité. Oui, Il y a, il y a certaines douleurs qui vont aussi mettre à jour que la sexualité qui était là habituelle, on va dire, euh, était très crispée ou en respirant plus, ou tu vois, des choses très oui, corporelles en fait, qui allaient parce que voilà, il n'y avait rien de délicat. Et qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui devient un peu plus sensible, à oui, ce moment-là, en fait, cette façon-là de fonctionner avec peut-être un peu de jeu possible dans ma manière de fonctionner, et là de nouveau on revient sur cet apprentissage de la grossesse, hein, oui, c'est ben là du coup ça me met dans une impasse. oui, Donc comment est-ce que je peux trouver d'autres voies aussi, d'autres façons de fonctionner. Puis des femmes et des couples, ils vont trouver tout seuls. oui, Et puis il y en a d'autres, c'est tellement... pour certains couples, je veux dire, le scénario amoureux sexuel, il est très oui, étroit. oui, Et parfois même pas avec l'idée que ça pourrait être autre chose autrement. oui, Et donc, parfois, c'est de se dire non, mais en fait, il y a plein d'autres façons, et même plein d'autres façons, même si tout à l'heure tu disais, avant de réaborder une sexualité classique, même si on parle de la pénétration, oui, il y a des femmes qui ont ce moment de la pénétration où elles ont énormément de crispation, oui. puis ça allait. Ouais, ouais, Et là, si on se dit, il y a une toute petite cicatrice, même presque rien, en fait, ça ne va plus. ouais, Donc, ouais, ça peut aussi être, moi souvent je dis aux femmes, c'est bien sûr qu'il y a tout ce processus à traverser, mais c'est aussi vraiment pour aller à une écoute plus fine de soi et puis élargir
notre façon de pouvoir vivre l'intimité, pour du plus en fait. Et que ces femmes-là qui ont un passage difficile en termes de ressenti, ben, elles vont plus se questionner, elles vont plus chercher, mais pour amener un plus. Ok, ouais. Pour amener de la douceur là-dedans. Oui, En fait. oui. Envers soi, et de l'écoute. Ouais. Et ouais, d'abord envers soi et puis avec son partenaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut pas non plus. Je suis en train de, tu vois, en même temps que je parle, je réfléchis, je me dis, on peut pas être doux avec son partenaire, sa partenaire, si on n'est pas doux avec soi-même. Dans cette zone-là, c'est difficile. Mais en même temps, parfois, ça se joue vraiment au niveau du lien amoureux. C'est-à-dire, quand le lien amoureux est fort, il y a quelque chose que je vais pouvoir envers l'autre que je ne peux pas encore envers moi. Et parce que je le peux envers l'autre, il y a quelque chose qui petit à petit va pouvoir se dire, oui, je vais pouvoir aussi grandir de ce côté-là, de moi à moi. Ça dépend de nos constructions de personnalité, en fait. D'accord. Ça marche dans tous les sens, en fait. Voilà. C'est ça qui est merveilleux. Ça fait comme un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Bah, c'était vraiment très, très riche et je pense que ça a donné plein de pistes, ça a ouvert plein de portes, en fait, sur d'autres manières de voir et d'appréhender la sexualité, en fait, pendant toute la maternité. Oui. Avec cette hypersensibilité qui arrive et qui peut parfois un peu, comment dire, ouais, chambouler. C'est ça. Voilà. Bon, écoute, un grand, grand, grand merci. Et tout grand merci à toi, Anne-Christine. Et puis, bah, écoute, à très bientôt. Oui. Merci. Oui.